Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la toute nouvelle Nik Collection en version 7. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une présentation rapide pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la Nik Collection. Et puis bien évidemment, par la suite, nous regarderons les nouveautés apportées par la version 7 par rapport à la précédente version 6. Aussi, ce que je ferai, c'est que forcément, je vous apporterai moi les petites nuances que j'ai trouvées sur cette nouvelle version. Et en conclusion, on fera le bilan de tout ça et je vous dirai ce que j'en pense. Plusieurs choses, tout d'abord, je suis très heureux de vous retrouver après cette petite parenthèse islandaise et les contenus ne vont pas manquer, je vous rassure. Deuxième chose, cette vidéo est découpée en chapitres, ce qui veut dire que si vous savez déjà ce qu'est la Nik Collection et que vous voulez directement aux nouveautés, ça tombe bien. Vous avez juste à naviguer dans la timeline ou dans la description, tout en bas, vous avez les chapitres et à cliquer sur les chapitres qui vont bien et comme ça vous ne perdrez pas de temps. Et sans plus tarder, je vais faire quelques petits rappels sur ce qu'est la Nik Collection. Alors la Nik Collection, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de plugins que l'on va utiliser soit comme un logiciel à part entière, on peut utiliser ces plugins séparément à partir de nos photos, ou alors que l'on va utiliser donc comme plugin pour des logiciels tiers comme notamment Photoshop ou Lightroom classique. Je donne quand même une statistique qui pour moi est très explicite. C'est DxO qui m'avait donné cette stat que je trouve écrasante. 95% des utilisateurs de la Nik Collection sont des utilisateurs Photoshop. Donc ce sont des photoshopistes si on devait les appeler. Et donc vous voyez, il reste 5% d'utilisateurs qui l'utilisent comme logiciel seul ou via notamment Lightroom. Donc voilà, donc typiquement le profil type de l'utilisateur-utilisatrice de la Nik Collection, c'est quelqu'un qui est sur Photoshop, qui parfois veut avoir des opérations d'édition de manière simplifiée et c'est ce que va apporter la Nik Collection, c'est d'arriver à un résultat d'édition rapidement et simplement, là où parfois par exemple dans Photoshop ça peut être un petit peu compliqué. Donc il existe des tas de plugins sur Photoshop pour aller plus vite et la Nik Collection en fait partie. Petit historique rapide de la Nik Collection, c'est une suite de plugins qui est née en 1995, qui a développé en 2004 la technologie Upoint, que l'on connaît bien chez DxO aujourd'hui, qui a été racheté en 2012 par Google et revendu donc par cette même société en 2017. Et c'est là que DxO est arrivé sur son cheval blanc en disant nous on va racheter en fait la Nik Collection et depuis ce logiciel est sous pavillon DxO. Je fais quand même une parenthèse sur quelque chose qui me semble important. Quand DxO a racheté la Nik Collection, le logiciel d'un point de vue codage était un petit peu fouillis on va dire et DxO avait plein d'inconnus et donc ils ont dû tout réécrire et ça leur a pris 6 ans de 2017 jusqu'à 2023 et donc la première version 100% DxO où 100% des lignes de code étaient on va dire cuisinées par DxO, c'était la version 6.3 et ce qui veut dire que pendant 6 ans vous avez dans les équipes de développement toute une partie des développeurs qui a travaillé sur la réécriture du logiciel, tandis qu'une autre partie était affectée donc au développement pur, c'est-à-dire à des nouveautés, ce qui veut dire qu'il y avait une partie de la bande passante qui a été affectée. Or, la version 6.3, ça y est fini, DxO a tout réécrit. Donc là, ça veut dire que 100% des équipes de développement ont travaillé sur des nouveautés entre la version 6 et la version 7. Et ça, ça va être intéressant de voir ce qu'ont fait les équipes. Rapidement, et pour terminer cette première partie, quels sont les différents plugins? Alors, je vais aller vite, si vous voulez en savoir plus précisément. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur la version 6, que vous avez juste ici, où je vous présente les différents plugins. Là, je vais vraiment passer très vite. Mais quand vous avez la Nik Collection, là, je suis dans Photoshop, je vais vous montrer depuis Lightroom. Vous avez les différents plugins qui sont là, qui ont des fonctions différentes. Define, donc réduction du bruit. Vous avez Viveza pour le travail dans la couleur et les tonalités. C'est un peu le plugin à tout faire. HDRFX, c'est pour tout ce qui est photo HDR, bracketing, etc. ColorFX, ce sont des filtres de couleurs pour avoir des rendus particuliers. AnalogFX, ça permet d'avoir des rendus analogiques, donc argentiques, sur nos photos. C'est un peu parallèle à ce qu'on a avec Filmpack, mais c'est peut-être un peu plus pour s'amuser, un peu plus ludique. Là où vraiment Filmpack, c'est très sérieux. SilverFX, c'est pour moi le meilleur outil de noir et blanc que j'ai trouvé sur le marché. Et j'en suis absolument fan. Donc là, c'est vraiment la photographie noir et blanc. Et ensuite, vous avez Sharpener qui vous permet de travailler la netteté, soit on va dire dès l'entrée, c'est-à-dire si votre photo manque de piqué, etc. avec Pre-Sharpener, soit si vous voulez travailler à la sortie, précisément sur la netteté, avec ici Pre-Sharpener Output. Moi, j'utilise beaucoup Pre-Sharpener Output. Donc les personnes qui connaissent la Nik Collection verront peut-être qu'il en manque. Enfin bref, ça on en reparlera tout à l'heure. Dernière chose, donc quand vous êtes dans Photoshop, c'est ce qu'on va faire tout au long de la vidéo. Il suffit de cliquer sur la barre et pour ouvrir les différents plugins. Quand vous êtes dans Adobe Lightroom, c'est
extrêmement simple. Vous faites un clic droit et ensuite vous faites ici modifier dans, et là vous avez donc Photoshop qui est tout en haut et en dessous vous avez tous les nicks avec le nom des différents plugins. Et moi, vu que j'ai la version 6 et la version 7, j'ai tous les plugins de la NIC 6 et les plugins de la NIC 7. C'est aussi simple que cela. Bref, maintenant que j'ai fait ce petit tour du propriétaire, on peut directement passer aux nouveautés, et pour ce faire, on va rester dans Adobe Photoshop. Simplement, et avant de regarder les nouveautés, je précise que j'ai ici la NIC Collection en version 6 que j'ai conservée, ainsi que la NIC Collection en version 7, et comme ça, on pourra switcher entre les deux et faire des comparaisons. Pour débuter, on va commencer par la première grosse nouveauté, et ça va concerner tout ce qui est édition localisée, le masquage, et vous allez voir que DxO a vraiment apporté pas mal de nouveautés. Pour ce faire, on va déjà partir dans la NIC 6 de ce qu'on avait jusque-là. Dans la NIC 6, ici dans Réglages sélectifs, vous aviez le bon vieux UPoint, donc qui a été créé par la NIC et introduit ensuite dans les logiciels de DxO. Mais voilà, le principe du UPoint, c'est vous avez donc UPoint, vous pointez, vous mettez ici le curseur, le petit point jaune, vous le mettez sur la zone de votre choix, ça crée donc ici un cercle, et ensuite vous modifiez les paramètres de votre choix. Donc si par exemple dans la petite zone rouge, je veux augmenter la saturation au niveau de l'œil, et bien en fait ça va augmenter la saturation sur la zone qui est pointée par ici le petit cercle, et si je le déplace, vous voyez, ça applique la saturation là-dessus. Mais, il y avait plusieurs griefs. Alors certes, on pouvait être sélectif en fonction, vous voyez, de la luminance et de la chrominance, de dire oui, mais tu vas appliquer l'effet plutôt sur cette plage de lumière ou cette plage de couleur plus précisément, etc. Mais il y avait un grief, c'est qu'on devait pointer obligatoirement la zone avec le cercle. Et puis surtout, ici, vous voyez, la forme, elle est circulaire, mais on ne peut pas la modifier de manière, on va dire, ovale. Et ça, DxO l'a modifié dans la version 7. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, quand on ouvre Viveza en version 7, vous voyez que ici, maintenant, ça s'appelle Réglages locaux. Et vous n'avez plus 2 outils, mais 4. Donc, on va en avoir 2 en plus et on va les voir juste après. Mais tout d'abord, on va se concentrer sur notre toujours fameux UPoint. Donc, quand je clique et que j'ajoute un UPoint, première nouveauté, tout d'abord, donc j'ai toujours mon petit cercle sur lequel je vais pointer ma zone. Et vous voyez, je pointe ici ma partie rouge. Je vais zoomer pour voir un petit peu. Voilà, je me déplace. Et donc voilà. Et à nouveau, qu'est-ce qui se passe si je sélectionne mon point de contrôle et que j'augmente la saturation? Ça fonctionne toujours. Rien de nouveau au soleil. Et toujours, je peux être plus sélectif sur la luminance et la chrominance. Mais là, il y a quand même déjà une première nouveauté, et vous la voyez, je pense, assez rapidement, c'est que maintenant, on peut modifier la forme du UPoint, qui n'est plus simplement circulaire, mais qui est justement en ellipse. Donc on peut venir l'aplatir, etc. Et également, on peut venir le pivoter. Donc ça, déjà, c'est une première nouveauté. C'était attendu, mais en attendant, ça y est, ils l'ont fait. Et j'ai bon espoir que ça arrive ultérieurement également dans Photolab, dans la prochaine version 8. Je n'ai aucune info, mais bon, ça me semblerait logique que ça arrive. Deuxième chose, c'est que, et ça c'était quelque chose moi qui m'agaçait un petit peu, c'est qu'avec les UPoint, on est toujours obligé de pointer la zone avec cette zone-là. Mais des fois, c'est vrai qu'on aimerait mettre une zone, un peu comme un filtre radial dans Lightroom, sans avoir à obligatoirement avoir notre zone au centre. Et il y avait quelque chose qui était intéressant en fait avec les outils qu'on avait dans DxO, c'est que si je reprends la version 6, moi souvent je disais à mes stagiaires quand je faisais des formations sur la NIC, je leur dis ouais mais en fait il vaut mieux utiliser souvent, vous savez, la ligne de contrôle. Parce que la ligne de contrôle, quand vous la tracez, vous aviez la pipette. Et avec la pipette, on pouvait pointer précisément la zone qui nous intéressait. Et là, en l'occurrence, sur la saturation, ça fonctionne. Et après, on pouvait être plus sélectif avec la chrominance, la luminance, etc. Enfin bref. Et donc, c'était un outil avec cette pipette qui était franchement intéressant. Et moi, au fond de moi, je me disais, j'aimerais bien que cette pipette, ils l'introduisent plus largement. Eh bien, ils l'ont fait. Et donc, dans Viveza, à nouveau, si je zoome, et que je mets ici ma ligne de contrôle, j'ai toujours ma ligne qui est un filtre gradué avec une pipette. Mais à présent, si je clique sur un point de contrôle, vous voyez, je mets mon point de contrôle, je peux gérer la forme, etc. Là, par défaut, c'est vraiment la zone qui est pointée par le cercle qui bouge. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si je bouge la saturation, maintenant, ça va être ici, vous voyez, les plumes qui vont être affectées. Oui, mais qu'apporte cette version 7? Eh bien, regardez ici, quand vous regardez point de contrôle en dessous, j'ai mon point de contrôle qui est là, et là, en dessous, il y a marqué point de contrôle 1, et là, il y a une pipette. Je clique sur la pipette, et il y a une pipette qui apparaît sur le point. Et par défaut, la zone sélectionnée, c'est la pipette, comme sur la ligne de contrôle, et c'est au niveau du point. Sauf que cette pipette, maintenant, je vais pouvoir la déplacer, et je vais pouvoir dire au logiciel, non, je veux qu'à l'intérieur de mon UPoint,
ça soit cette zone sur laquelle l'effet s'applique. Et je ne suis plus obligé de me cantonner au point central et je peux venir modifier comme ça. Et ça, moi, je trouve ça absolument génial. Et maintenant, c'est la base de la philosophie qu'on a dans la Nik Collection. Et là aussi, de la même façon, j'espère que ça deviendra la norme sur notamment Photolab dans la prochaine version. Donc ça, c'est franchement très intéressant et les viewpoints n'ont jamais été aussi flexibles que maintenant. Autre nouveauté, toujours sur les outils localisés, c'est que vous avez vu, on n'a plus seulement deux outils. Déjà que le viewpoint s'est enrichi, la ligne de contrôle, c'est vrai qu'elle n'a pas particulièrement changé, elle était déjà très riche. Et maintenant, on a ici un outil qui s'appelle polygone de contrôle, mais également ici le masque de luminosité. Ce masque de luminosité, si vous possédez Filmpack 7 et DxO Photolab 7, ça doit vous dire quelque chose. Mais sinon, rassurez-vous, on va voir ce que c'est. Tout d'abord, on a le polygone. Alors le polygone, comme son nom l'indique, il va nous permettre de tracer un polygone sur mesure sur une zone que l'on veut masquer. Par exemple, là, si je veux venir masquer, vous voyez, cette partie-là du bec, eh bien en fait, je vais venir tracer un polygone. Comment faire? Eh bien, je fais un premier clic, et ensuite, vous voyez, je trace, je me déplace, et ça me trace un trait. Je vais faire un deuxième clic, ça va me mettre un nœud, et je vais venir comme ça, établir un polygone et je vais venir le faire tout autour de ma zone. Et quand j'arrive au bout, j'ai plus qu'à revenir sur le premier point de départ qui, vous voyez, est jaune. Je clique dessus et ça termine mon polygone. Et de la même façon que sur le viewpoint ou sur la ligne de contrôle, ici je vais sélectionner la pipette qui apparaît et je vais venir la mettre sur ma zone avec ma couleur. Et par exemple, si je veux augmenter la saturation, eh bien ça va l'affecter. Et ce qui est génial, c'est que ce polygone, je peux ensuite indéfiniment venir modifier comme ça les nœuds et être plus précis si besoin. Donc je vous avoue que depuis que je l'utilise, j'en suis assez fan parce que ça nous permet d'être extrêmement précis sur des formes complexes. Vous ajoutez à ça la sélectivité des couleurs avec la luminance et la chrominance et c'est extrêmement pratique et puissant. Certes, certains diront oui, mais nous on veut des outils d'OP-Alia, etc. Moi, je pense que ça arrivera, pas tout de suite, ça prend du temps, et DxO n'a pas les moyens des plus grosses multinationales comme Adobe, et je pense que ça arrivera, mais maintenant, moi, ce type d'outil, j'adore, parce que l'IA, ça fonctionne pas toujours bien. Ça, quand on le fait bien, ça fonctionne toujours parfaitement. Donc moi, je suis très content, et j'espère là aussi que ça sera intégré, notamment dans DxO Photolab, dans la version 8. Enfin, le quatrième et dernier outil, c'est ici donc le masque de luminosité. L'idée, c'est quoi? C'est de venir sélectionner une partie de la plage tonale, donc de la plage de lumière, allant du noir au blanc, en passant par tous les gradients de gris. Et donc, vous voyez, je clique dessus. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la partie qui m'intéresse. Alors ça, on va pas se mentir, c'est plutôt valable pour du noir et blanc, parce qu'avec les couleurs, on va toujours sélectionner les couleurs. Mais en attendant, pour le noir et blanc, c'est vraiment très efficace. Ça, j'en avais déjà parlé sur Photolab. J'ai d'ailleurs fait un tuto sur la chaîne sur ce masque de luminosité dans DxO Photolab avec Filmpack 7. Mais vous voyez ici, si par exemple je travaillais sur la partie sombre de mon macareux, je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Et là, vous voyez, j'ai exactement la même barre qui apparaît. Donc j'ai ici une barre pour moi de tonalité, c'est comme ça que je l'appellerai, avec le noir, le blanc. Ici, des valeurs décimales, donc de 0 à 10. Et vous voyez avec des dégradés comme ça de blanc. Et ensuite, par défaut, eh bien, il est venu sélectionner et masquer la zone ici, ou si par exemple j'augmente la luminosité va s'appliquer. Si j'affiche le masquage, donc vous voyez ici, donc hop, j'applique la surbrillance. Quand c'est en blanc, l'effet s'applique pleinement. Quand c'est en noir, il ne s'applique pas du tout. Quand c'est en gris, il s'applique moyennement, on va dire. Et ensuite, c'est une question de gradient. Et c'est comme ça que le masquage est affiché. Ça nous permet de voir là où l'effet s'applique et à l'inverse, où il ne s'applique pas. Et bien là, vous voyez que par défaut, l'effet s'applique sur le dos du macareux. Là, ici, c'est une partie blanche. Ça ne s'applique pas parce qu'on est sur des tonalités très claires. Mais je peux ensuite modifier la plage sur laquelle l'effet va s'appliquer. Et je peux venir gérer surtout le gradient, vous voyez, le dégradé, en fait. Voilà. Donc je peux faire des transitions toutes douces, etc. Donc j'enlève ici le masquage et vous voyez que l'effet s'applique de manière plus douce. Alors là, il y a peut-être des nuances que vous voyez apparaître. Ces nuances-là, bien évidemment, on les évoquera tout à l'heure. Mais pour l'instant, là, je fais juste une présentation des nouveautés. Donc si je résume, là, on a les nouveautés au niveau du masquage. Donc si je résume ces nouveautés de masquage rapidement, on a donc l'apparition ici, vous voyez dans les outils, donc du viewpoint qui lui
est maintenant modifiable dans sa forme et on peut sélectionner les plages, et ça c'est valable pour l'ensemble des 4 outils. La plage qui nous intéresse avec la pipette, la ligne de contrôle ne change pas, l'apparition du polygone et du masque de luminosité. Donc au global, moi je trouve ça très riche, même si à nouveau tout à l'heure on parlera, il y a quelques petites nuances à apporter. Autre nouveauté dans cette version 7, eh bien c'est la possibilité de passer d'un plugin à l'autre sans avoir à revenir à la case départ à chaque fois. En effet, si par exemple, vous voyez ici, je fais des modifications, etc., on va dire, allez, on va partir dans la version 6. Si j'allais dans Viveza et que je faisais des modifications, là, allez, hop, voilà, un petit peu de saturation. Là, c'est pour l'exemple, hein, je ne dis pas que c'est une édition. Et que je validais, et par exemple, ensuite, je me dis, tiens, j'aimerais bien travailler sur la netteté. Il fallait obligatoirement que j'applique, ça me crée un calque dans Photoshop, et ensuite, il fallait que je passe dans Sharpener. Et bien là, l'avantage de cette version 7, c'est qu'on va pouvoir passer d'un plugin à l'autre sans avoir à passer dans Photoshop. Donc je reviens dans Viveza, voilà. Et donc là, vous voyez, si je fais mes petites modifications, voilà, saturation, machin, à nouveau, c'est juste pour l'exemple, et bien maintenant, vous avez ce bouton ici, passer à, et quand je clique dessus, et bien je peux aller dans les plugins de mon choix. Et si je veux travailler sur la netteté, j'ai plus qu'à cliquer sur Sharpener, ça ferme, ça réouvre, et en fait, automatiquement, je passe dans Sharpener. Alors admettons, on va dire que là, il m'a appliqué de la netteté, il y en a beaucoup trop, mais c'est pour l'exemple. À nouveau, je valide. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, maintenant, j'ai 2 calques qui ont été créés, donc j'ai Viveza et Sharpener. Et la possibilité qui a été ajoutée par la version 6, alors là, je ne l'ai pas fait, c'est qu'on peut convertir directement chacun des plugins en objet dynamique et y revenir ultérieurement comme on veut. Si je l'avais activé pour Viveza et pour Sharpener, j'aurais pu revenir indéfiniment dessus et revenir sur mes paramètres si je jugeais par exemple que c'était un petit peu too much, etc. Mais en attendant, d'un point de vue flux de travail, je trouve que ça améliore le travail global. C'est un petit détail, mais en attendant, je trouve que c'est le bienvenu. Autre nouveauté, il est à présent possible de réaliser un export rapide sans avoir à passer par Photoshop, Lightroom, etc. Donc il suffit de cliquer dessus selon les paramètres que l'on a définis. Je ne vais pas le faire parce que sinon immédiatement ça l'exporte. Mais donc pour vous expliquer, vous allez simplement dans Fichier, Préférences pour définir vos paramètres d'export. Et là vous avez ici donc le menu Export. Et là vous voyez, si je cliquais sur Export rapide, et bien en fait il m'exporterait en TIFF en 16 bits non compressé. On peut choisir de le mettre en JPEG avec le niveau de compression de son choix. Et ensuite, on peut directement en bas venir choisir l'emplacement de son choix. Moi, par défaut, ça va être dans le dossier de l'image d'origine. Et si je clique sur Export rapide, il va m'exporter un TIFF 16 bits non compressé dans le dossier d'origine, et c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas quelque chose, moi, que je vais utiliser, parce que si je passe dans Photoshop, j'ai bien terminé dans Photoshop, le sauvegarder et que ça revienne dans la bibliothèque Lightroom, mais en attendant, là aussi, c'est quelque chose qui est le bienvenu. Également, DxO a annoncé avoir optimisé son logiciel, en tout cas, il est plus rapide, et moi, je vois la différence. Je donne un exemple concret, si j'ouvre ColorFX dans la version 6, vous voyez, vous avez un petit temps de chargement, ça s'ouvre rapidement. Alors j'ai une très bonne config PC, hein, mais voilà. Bon, en tout cas, rien qui me gêne plus que ça, mais vous avez vu le temps que ça a pris. Si maintenant je lance ColorFX dans la version 7, paf, voilà, ça s'ouvre vraiment plus rapidement. DxO annonce un gain jusqu'à 30%, moi je le vois nettement. Vous, je ne sais pas si ça sera le cas, mais en attendant, moi, ça fonctionne. Donc là aussi, c'est le bienvenu. Quand ça va plus vite, on va jamais trop se plaindre. Aussi, DxO annonce avoir retravaillé son plugin Color FX. Et alors là, on va voir, il y a pas mal de choses. Alors déjà, si je regarde plus largement, ça c'est valable pour l'ensemble des outils, et bien en fait, vous avez déjà l'ergonomie ainsi que le design qui ont été revus. C'est-à-dire que regardez un petit peu ici, il y avait quand même sur la gauche tout ce qui est preset et filtre. Vous aviez énormément de menus, etc. Moi, je trouvais ça un peu fouillis. Et regardez le design en haut. Et bien en fait, quand on regarde dans la NIC version 7, ça a été amélioré. Déjà sur la gauche, là, vous voyez, dans ColorFX, ils ont fait du tri. C'est plus simple. Moi, je trouve que l'ergonomie est vraiment plus agréable et c'est moins fouillis. Et vous voyez, au niveau aussi des boutons, en haut, ils ont redéfini le design de un petit peu tout. Ça, franchement, je trouve que c'est le bienvenu. Alors, c'est pas déterminant, hein, mais en attendant, c'est là. Et moi, j'apprécie, je trouve ça plus joli. Également, ils ont ajouté ici une barre de recherche pour pouvoir trouver des outils facilement. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais c'est vrai que par exemple, il y a énormément d'effets dans la NIC, par exemple ici dans ColorFX. Et c'est vrai que le fait d'avoir une barre de recherche, ça peut permettre de les retrouver rapidement. De toute
Enfin bref, ça c'est le bienvenu. Et donc dans ColorFX, il y a un certain nombre de nouveautés. Alors, première nouveauté déjà, c'est qu'ils ont considérablement enrichi le TSL, donc teinte, saturation, luminance, pour travailler les couleurs. Alors, je vous montre déjà comment c'était dans la Nik Collection version 6. Dans la version 6, vous aviez le TSL qui était par défaut ici sur la droite, et vous voyez ici donc le canal blanc, qui est le canal de l'ensemble des couleurs, où on pouvait travailler la teinte sur notre photo, la saturation, mais il n'y avait pas de vibrance. Bon. Ensuite, vous pouviez travailler par canaux de couleurs, et sur ces canaux, eh bien, vous aviez le rouge avec teinte, saturation, luminance, uniformité, mais on ne pouvait pas définir, comme sur Photolab, en fait, la plage de rouge, la plage de orange, etc., sur laquelle on voulait travailler. Et bien chez DxO, ils ont travaillé ça, et on retrouve la base pour moi qu'on a dans Photolab avec la Color Wheel. Et donc, si j'ouvre ici le TSL, qui maintenant n'est plus par défaut, il faut aller le chercher dans les filtres. Moi, je l'ai mis dans mes favoris. Donc bon, bah, ça s'ouvre très rapidement. Et bien vous voyez déjà que sur le TSL, maintenant, c'est plus le canal blanc, c'est le canal, vous voyez, multicolore. Donc c'est déjà plus clair, je trouve. Et puis, bah, vous avez la teinte, la saturation et la vibrance. Donc maintenant, sur la vibrance, c'est plus subtil. Ça protège quand on augmente la vibrance les teintes de peau. Et également, ça va venir s'accentuer, notamment tout ce qui est les bleus. Donc bref, c'est vraiment plus naturel, moi je trouve, alors que la saturation, ça augmente la saturation sur l'ensemble des couleurs de manière indistincte. Là où sur la vibrance, c'est plus subtil, comme j'ai dit, ça protège les teintes de peau, ça accentue plutôt les bleus, et surtout l'effet est moins puissant, plus subtil que simplement la saturation. Deuxième chose sur ce TSL, c'est que maintenant, sur chaque canal de couleur, on a toujours teinte, saturation, luminance, uniformité, mais vous avez également maintenant ici, vous voyez, un peu comme la roue chromatique, qui n'est plus une roue mais une barre chromatique, sur laquelle on va pouvoir, comme dans la Color Wheel, pouvoir sélectionner la plage de couleurs sur laquelle on va travailler. Et ça, vraiment, c'est hérité de DxO Photolab et de la Color Wheel. Petite micro-nuance, déjà moi je suis très content qu'il ait apporté, mais bah, moi j'en veux toujours plus. Alors pourquoi ne pas avoir mis la Color Wheel directement? Parce qu'elle est énorme cette Color Wheel, c'est un plaisir à travailler, moi j'en suis absolument fan de la Color Wheel dans Photolab. Et là c'est vrai qu'à côté ça fait tout petit, ça fait un petit peu plus difficile pour y voir, alors que sur la Color Wheel c'est plus sympa. Enfin bref, déjà c'est là, je ne vais pas me plaindre, mais bon, si je pouvais avoir la Color Wheel, ça serait un petit peu mieux. Et puis la plus grosse nouveauté pour moi, et ça c'est vraiment génial, c'est que regardez ici, vous avez maintenant dans le TSL la possibilité, comme sur tous les outils, de travailler localement. Donc de modifier les couleurs localement avec tous les outils ici, avec les zones, avec les viewpoints, etc. Bref, pour moi, ça devient l'outil que j'utiliserai de préférence dans Photoshop pour venir éditer mes couleurs, modifier les teintes, la saturation de manière précise, etc. Je sais que maintenant, je passerai systématiquement par le TSL dans ColorFX là-dessus. Merci DxO, c'est une excellente idée. Précédemment, quand on allait dans la version 6, eh bien, vous voyez, si je mettais ColorFX, déjà, il n'y avait pas la vibrance, il n'y avait pas le fait de régler, vous savez, le niveau de plage de couleur, et surtout, on ne pouvait pas le faire localement. Donc ça limitait un peu l'intérêt. Là, je trouve que c'est un vrai bond en avant, donc c'est très positif. Dernier point sur la Nik 7 ColorFX, et bien en fait, DxO a carrément intégré les outils de Viveza dans ColorFX. Alors je vous avoue que ça m'a un petit peu surpris, et donc ça vous le voyez, hein, par défaut ici dans catégorie, quand vous cliquez sur Nik, vous avez tous les outils, et vous avez directement, donc dans l'ensemble des filtres, vous avez ici, vous voyez, c'est très subtil, par exemple, balance des blancs, entre parenthèses, Viveza. Quand vous descendez, vous avez par exemple, réglages globaux, Viveza, etc. Moi, je les ai regroupés directement dans mes favoris, dans personnel. Et en fait, ici, vous voyez, j'ai l'ensemble des outils Viveza auxquels j'ai ajouté le TSL. Ce sont un peu mes outils de base favoris que j'aurai tout le temps. Et ben, en fait, regardez, ce sont strictement les mêmes outils que dans Viveza. Alors, la grande question que je me pose, c'est, bah, moi je trouve ça très bien, mais pourquoi ne pas avoir tout simplement fusionné Viveza avec, en fait, ColorFX, de manière à avoir Viveza comme base et d'avoir en support en fait le TSL de ColorFX plus tous les filtres et effets, et ça aurait fait un méga outil de travail des tonalités et des couleurs. Bah en fait, je pense qu'ils ont voulu fluidifier un peu le truc, faire des passerelles, etc. Et en soi, pour moi, c'est une très bonne chose qu'ils aient intégré les outils de Viveza dans ColorFX. Mais bah, c'est vrai que moi, je serais allé jusqu'à aller plus loin et carrément fusionner les deux. Donc voilà, c'est une réflexion. Après, DxO, ils en feront ce qu'ils veulent.
mais à terme, moi je pense, et c'est complètement subjectif, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste que pour moi, eh ben, j'aime bien le fait d'avoir tout, parce qu'en même temps, c'est vrai que les deux plugins, ils sont complémentaires, et bien pourquoi ne pas les fusionner? Et là, pour moi, on aurait vraiment un truc assez énorme. Et on reparlera tout à l'heure de ColorFX et de Viveza lorsqu'on le parlera des nuances. Et oui, car cette version 7, elle a aussi ses points un peu moins positifs. Alors rien de dramatique, moi j'en suis très content de cette nouvelle version. Cependant, il y a un certain nombre de nuances que j'ai relevées et je tenais à vous en faire part et on va les regarder ensemble. La première nuance, et ça je pense que les utilisateurs et utilisatrices qui ont déjà Photolab et Finpak vont la comprendre, ça va concerner ici le masque de luminosité. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous cliquez sur le masque de luminosité, vous allez donc sélectionner une plage de tonalité, appliquer un effet. Cependant, cet effet va s'appliquer sur la plage tonale, donc la plage de luminosité, mais sur l'ensemble de l'image. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas venir enlever des parties de l'image. Et si vous possédez Filmpack 7 avec DxO Photolab 7, je vous mets exactement le même outil que vous avez dans les réglages locaux, et c'est le masque de luminosité. Et bien en fait, quand vous sélectionnez une plage tonale, alors ici le masquage ne se fait pas en blanc parce que je l'ai mis en vert, mais vous voyez que c'est strictement la même chose. Et je reviens ici, vous voyez, dans ColorFX, et puis si je viens mettre en surbrillance, vous voyez, c'est strictement la même chose, donc c'est masqué en blanc, là c'est en vert, et donc ça a masqué exactement les mêmes zones. En même temps, ce sont les mêmes algorithmes. Mais ce qu'apporte Filmpack avec Photolab, c'est que en utilisant ici la gomme, je peux venir enlever en fait des zones sur ma photo qui ne m'intéressent pas. Alors là, en l'occurrence, le masque de luminosité n'est vraiment pas l'outil en question le plus adapté, mais je pense que vous comprenez l'intérêt. Et le problème, c'est que dans la Nik Collection ici, j'ai le masque de luminosité, mais je n'ai pas ici de gomme pour venir enlever des plages. Alors ça pour moi, c'est pas rédhibitoire, mais en attendant, c'était un plus. Et j'espère que dans une version de mise à jour, on va dire que DxO ajoutera la gomme parce que en l'état, moi je trouve que l'outil est un petit peu incomplet et quand on est habitué à utiliser le masque luminosité avec Filmpack et la gomme, eh bien là forcément ça manque. C'est pas l'outil que j'utilise le plus, mais maintenant quand je l'utilise, je me sers de la gomme et là clairement ça me manque vraiment. Deuxième nuance, ça va concerner nos fameux points de contrôle. Pourquoi? Parce que alléluia, les points de contrôle, vous savez, ils sont vraiment mieux, nos viewpoints, on peut modifier la forme avec la pipette, etc. C'est super. Mais, quand on met un effet, on ne peut pas venir protéger des zones. Pourquoi? Là, on va partir à nouveau dans DxO Photolab 7. Et dans Photolab 7, regardez, quand je mets un viewpoint, par exemple, donc là, je vais mettre un viewpoint, je vais venir ici, donc augmenter la taille. Alors, vu que c'est Photolab, on n'a pas encore cette forme elliptique, donc on ne peut pas modifier la forme, juste vous voyez le diamètre du cercle. Mais si par exemple j'augmente l'exposition et que je ne veux pas augmenter l'exposition vraiment sur la partie sombre, et bien en restant appuyé sur la touche Alt, vous voyez, j'ai un moins qui apparaît et je peux faire des viewpoints que j'appelle négatifs. Et donc je vais dire au logiciel, non, à l'intérieur du cercle du viewpoint, tu vas venir protéger ces zones et tu ne vas pas appliquer l'augmentation de luminosité que j'ai mis. Et vous voyez, en fait, si maintenant je mets le masquage, vous voyez que le masquage qui est en vert s'applique sur la partie des plumes qui est en blanc, mais pas sur les parties en noir. Et donc, ça, c'était très pratique. Si vous couplez ça avec ici, vous voyez Chroma Luma dans la sélectivité, ça vous permet de masquer assez rapidement. Et moi, je m'étais dit, oh, génial, on va avoir ça, plus la modification de la taille avec la pipette, etc. Et c'est génial. Eh ben non, et ça c'est dommage parce que vous voyez, si je sélectionne ici mon viewpoint et que je reste appuyé sur la touche Alt, eh bien, il ne se passe rien. Pourquoi? Et là, allô DxO, bon, alors donc j'ai appelé DxO, on en a discuté, et c'est là où j'ai pas trop compris parce qu'en fait, sur l'ensemble des plugins, eh bien en fait, on ne peut utiliser le Alt négatif, donc le viewpoint négatif, que sur 3 plugins sur les 7. Et je vous donne dans le mille les plugins sur lesquels on peut utiliser ce système négatif. C'est ici donc ColorFX. Ensuite, on peut l'utiliser sur Define et on peut l'utiliser sur Sharpener. Par contre, on ne pourra pas faire de viewpoint négatif pour protéger des zones dans Viveza ou encore dans, par exemple, SilverFX. Alors que SilverFX, protéger des zones en noir et blanc, ça aurait été vraiment génial. Donc ça, c'est déjà le cas sur les versions précédentes de la Nik Collection, mais ils ne l'ont pas justement modifié dans cette version 7, et ça, je trouve ça dommage. Quitte à faire des nouveautés, j'aurais aimé qu'ils aillent vraiment jusqu'au bout et qu'ils calquent ces points-là de Photolab directement dedans, et là, pour moi, ça aurait été parfait. Et donc, il est quand même possible de le faire avec AnalogFX. C'est ce que je vous ai dit, 3 plugins sur lesquels on peut faire des viewpoints négatifs,
Define, ColorFX et Sharpener. Donc là concrètement, regardez, donc si je mets par exemple réglages globaux, je vais mettre ici un viewpoint, je peux modifier la forme, j'augmente la luminosité, et ensuite vous voyez si je sélectionne mon point de contrôle et que je reste appuyé sur Alt, par défaut il ne se passe rien, contrairement à Photolab. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner directement un nouveau viewpoint, et en restant appuyé sur la touche Alt, là j'ai le moins qui apparaît. Donc vous voyez, ça ne se fait pas par défaut. Et là, quand je vais cliquer, vous voyez, eh bien, il va protéger la zone. Mais c'est là à nouveau où il y a une nuance, c'est que contrairement à Photolab, où le moins s'affiche explicitement sur le point et reste dans le point de contrôle 1, là vous voyez, il ne me marque pas que c'est un point négatif, et il ne me le met pas dans le point de contrôle 1, mais il me crée carrément un point de contrôle 2. Et si je mets en surbrillance les masques, eh bien vous voyez qu'en fait, il ne va pas me l'enlever et me le mettre en noir, mais il va le laisser en blanc. Donc là, clairement, pour moi, c'est vraiment pas très clair. Et là-dessus, je pense que DxO doit aligner la procédure qu'on a dans Photolab, dans Filmpack, parce que finalement, là, il y a le fonctionnement, mais c'est pas vraiment clair, c'est pas explicite, et je sais que moi, je vais m'embrouiller. Enfin bref, là-dessus, j'aimerais vraiment qu'ils harmonisent, parce que pour moi, c'est un petit peu bancal, et ils peuvent clairement faire mieux, et ils savent faire mieux. Donc ça, pour moi, c'est une nuance, et j'attends que tout ça soit fusionné, parce que au moment où on aura, on va dire, cet équilibre et cette harmonisation, et bien là, on aura des outils localisés qui seront extrêmement précis. Et je tiens quand même à préciser un truc qui, pour moi, est un petit peu un truc schizophrène. C'est que je vous ai dit, on ne peut pas faire les points de contrôle négatifs dans Viveza. Donc, si je remets Viveza, que je mets ici un viewpoint, et ben vous voyez, même si je clique sur un nouveau viewpoint et que je reste appuyé sur Alt, vous voyez, il ne se passe rien parce qu'on ne peut pas. Mais par contre, rappelez-vous, je vous ai dit que DxO a intégré les outils de Viveza directement dans ColorFX. Donc là, vous suivez le truc. Sauf que dans ColorFX, on peut faire des viewpoints négatifs. Voilà. Donc, c'est là où c'est pour moi un petit peu schizophrène, c'est que finalement, Viveza, on ne peut pas faire des trucs négatifs, mais vu qu'on a Viveza dans ColorFX, en fait, on peut quand même le faire. Donc, clairement, moi, qu'est-ce que ça me dit? En l'état actuellement, je sais que je n'utiliserai plus Viveza séparément, individuellement. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que déjà, je peux profiter d'un seul plugin qui fait Viveza plus ColorFX, et ce plugin, c'est ColorFX. Donc simplement, maintenant, j'ai tout qui est là, et je peux tout mettre. Et puis la deuxième chose, c'est que je peux profiter dans ColorFX des viewpoints négatifs, même si c'est pas très explicite, très clair. On peut le faire quand même. Enfin voilà. Donc pour moi, Viveza est mort, vive Viveza. Et par la suite, comme je dis, j'attendrai que DxO fusionne le tout. Et pourquoi pas même, je lance le truc, pour aller jusqu'au bout, pourquoi pas faire en fait une Nick Collection où on aurait tout dans un seul plugin, et après on irait naviguer, il faudrait refondre un peu l'ergonomie, mais moi ça me semblerait vraiment très cohérent. Enfin bref, là-dessus je jette une bouteille à la mer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dernière chose, d'un point de vue nuance, et ça c'est une nuance qui pour moi est une grosse nuance, c'est que, en fait, quand vous comparez les plugins, vous les mettez côte à côte, vous avez ici la NIC 6, et ici vous avez la NIC 7, la NIC 6 elle est plus grande que la NIC 7. Pourquoi? Parce que, oui, ici, entre HDR et puis Viveza, il en manque un, c'est Nick Perspective. Dans la version 7, il a disparu. Il a été tout simplement supprimé. Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas s'il y a une raison par rapport à ça. Maintenant, il a disparu, donc ça, moi, je trouve que c'est dommage. Personnellement, moi, ça ne va pas changer ma vie parce que je ne l'utilisais pas. Tout ce qui est travail des perspectives, je le faisais généralement soit directement dans Photoshop, parce qu'il y a des super outils pour ça, ou alors directement dans Lightroom en amont, parce que si je passe dans Photoshop, c'est que je pars de Lightroom, donc ça fait Lightroom, Photoshop, Nick Collection. Donc j'avais déjà retravaillé les perspectives, mais en attendant, je trouve ça dommage malgré tout. Et donc, si vous souhaitez avoir la version 7 et conserver quand même perspective, là, il y a deux possibilités, c'est celle que j'ai là, c'est de conserver la version 6, de la garder dans un coin, et si vous avez besoin de Nick Perspective, vous passez par la version 6, et pour le reste, vous passez par la 7. C'est un peu du bricolage, et là-dessus, à nouveau, je trouve ça dommage qu'il l'ait tout simplement supprimé. Enfin bref, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Si je devais faire un résumé de cette version 7, tout d'abord, qu'en penser? Moi, je vous avoue que je suis plutôt content, et pour moi, ça avance. On voit que le logiciel, là, il y a quand même une réflexion qui est en cours. Il y a plein de petites nouveautés qui sont intéressantes. La plus grosse, bien évidemment, c'est l'évolution du masquage. Et là, clairement, sur l'édition localisée, on a nos viewpoints qu'on peut venir maintenant bouger et régler dans tous les sens. Ça, je trouve ça génial. Le fait de pouvoir maintenant ne plus se contenter de venir sélectionner une zone par le point, mais par la pipette.
L'ajout, ici, vous voyez du polygone et du masque de luminosité. Ça aussi, ce sont des ajouts qui sont bienvenus et j'espère sincèrement qu'ils arriveront dans la version 8 de DxO Photolab, car pour moi, ce sont de belles avancées. Également, on a un gain de performance qui, pour moi, n'est vraiment pas négligeable. Vous avez vu, ça va super vite là-dessus. Moi, je suis très content. On a la possibilité de passer d'un plugin à l'autre sans avoir à revenir à chaque fois. Enfin bref, on peut naviguer entre les plugins de façon très rapide avec ici le bouton passer à. Et après, alors, si Nvidia pouvait m'enlever le petit raccourci, voilà, vous pouvez directement passer d'un plugin à l'autre, c'est très pratique. Le bouton d'export rapide qui lui aussi est le bienvenu. On a une refonte du design qui est plus moderne, plus agréable je trouve. L'ergonomie est mieux pensée, elle est plus simple, c'est moins fouillis, donc là aussi c'est le bienvenu. Au niveau de Color Effects, on a ici aussi des nouveautés. On a un TSL qui vraiment maintenant est très complet. Et là-dessus, moi, ce que je trouve le plus génial, c'est le fait qu'on puisse faire du TSL localement. Et dans Photoshop, moi, ça va grandement simplifier mon travail des couleurs. Je suis très content. Et donc, au global, vous avez quand même un certain nombre de nouveautés. Maintenant, il y a quelques nuances, hein. Je vous ai dit sur le masque de luminosité, le fait qu'on ne puisse pas venir enlever des zones sur l'ensemble de la photo du point de vue de la tonalité. Le fait que au niveau du viewpoint, on ne puisse pas faire simplement des viewpoints négatifs, ou alors vous avez vu, il faut bricoler en passant par Color Effects, etc. Enfin bref, là-dessus pour moi, il faut que DxO remette tout à plat et via une mise à jour, aligne la Nik Collection sur Photolab. Et à partir de ce moment-là, moi je serais vraiment très content. Et puis également, la suppression, vous l'avez vu, de Nik Perspective. Là aussi, je trouve ça dommage. Mais au global, je suis quand même plutôt satisfait de cette nouvelle version. Je serais très heureux de savoir ce que vous en pensez, hein, de savoir qu'est-ce que vous trouvez, etc. N'hésitez pas, si vous voulez l'essayer, que vous n'ayez pas la Nik Collection ou que vous ayez des versions précédentes, vous pouvez le faire gratuitement, comme toujours avec DxO. Il suffit de passer par le lien que je vous ai mis en description, vous téléchargez la nouvelle version, vous lancez la version d'essai, c'est gratuit, il n'y a pas de carte bleue, rien du tout. Au bout des 30 jours, simplement, le logiciel se coupe, et puis si vous voulez continuer à l'utiliser, il faut l'acheter, c'est aussi simple que ça. Si jamais vous voulez l'acheter, ce logiciel il est vendu en licence à 159 € pour une licence perpétuelle à vie. Si vous avez déjà une version précédente, la mise à jour coûtera 89 €. Voilà, ça c'était le point tarifaire, on va dire. Là aussi, vous avez les liens en description. Je précise pour être totalement transparent que ces liens sont affiliés. Vous, ça ne changera rien à votre vie. Moi, simplement, je toucherai une commission car vous passez par moi et donc ça me rémunère et ça rémunère mon travail. Et auquel cas, si vous le faites, je vous en remercie grandement. Bref, donc on arrive à la fin de cette conclusion. N'hésitez pas à me dire, comme je l'ai dit en commentaire, ce que vous en pensez. Je suis très heureux de vous retrouver après cette petite coupure islandaise. Il y a énormément de contenus qui vont arriver et j'ai hâte de pouvoir être là. Donc le mois de juin et puis le mois de mai, et les 2 mois là vont être très riches avant à nouveau un départ cet été en Indonésie. Enfin bref, maintenant je suis très heureux de vous retrouver. Et en attendant les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.